Mesdames, Messieurs, bienvenue à la région ce soir. On parle évidemment de ces Olympiques de Nagano où le nom d'Éric Bédard a rejailli partout aujourd'hui, dans la région, ailleurs au Canada et même dans le monde. Vous l'avez vu en début de Montréal ce soir, le patineur de vitesse de Sainte-Thècle a décroché le bronze sur 1000 mètres aux Jeux olympiques. C'est la première fois qu'un athlète de la Mauricie remporte une médaille olympique dans l'histoire des Jeux d'hiver. Nous avons des reportages à vous présenter là-dessus, bien sûr. Mais d'abord, on va écouter le reportage de Serge Niquette, qui était à Sainte-Thècle ce matin. Et par la suite, nous allons vous présenter Pierre Delavoie, qui, lui, nous dira comment a réagi la population de Sainte-Thècle. 5 heures ce matin, le soleil n'est pas encore levé, mais le coq a déjà chanté pour les habitants de Sainte-Thècle. Dans quelques minutes, leur héros, Éric Bédard, participera à l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse sur courte piste. Le rendez-vous avait été fixé chez Meubles Jacob où environ 150 personnes s'étaient entassées. Dès les épreuves préliminaires, l'atmosphère était survoltée. Après s'être qualifié pour les quarts de finale, Éric a la chance de réaliser son objectif, atteindre les demi-finales du 1000 mètres. Oh là, le Chinois était retardé, mais Bédard n'a Et il réussit à la grande joie de ses parents. L'objectif, c'était de faire la semi-finale, être classé parmi les 8 meilleurs au monde. C'est atteint, c'est réglé, c'est réalisé. Quand je l'ai vu partir sur la ligne de départ, que j'ai vu qu'il était décidé comme ça, j'étais confiante qu'il fasse une bonne course. Là. Par la suite, le rêve prend forme. Après un ultime effort pour garder son équilibre à la suite de la chute de 2 concurrents, Éric termine 2e en demi-finale et se classe pour la grande finale. Une finale qui, pour Éric Bédard, devient la concrétisation d'un rêve, une médaille aux Jeux olympiques. On vient de vivre des belles émotions, je pense. Ah, des grosses émotions, des grosses émotions. Je suis vraiment là, au surmôme des Jeux. Là, jamais j'aurais pensé à une médaille. Je disais, ben, il va bien, il a atteint son objectif de semi-finale, mais là, une médaille en plus, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, ça se peut pas. C'est indescriptible, c'est des moments là, qu'on s'entendait pas de vivre du tout. On fait toujours dit, Éric, vous le connaissez pas, et quand vous allez le connaître, il va être trop tard. Ce matin, ils l'ont connu, il est trop tard pour eux autres. Et justement, à Nagano, on peut presque dire qu'une étoile est née, selon notre collègue Richard Lheureux, qui était sur place. La municipalité de Sainte-Thècle, chacun cherchait à savoir où c'était, en Mauricie, près de Saint-Tite. En fin de compte, pour Éric Bédard, enfin, il vient de naître sur la scène internationale en patin de vitesse courte piste. Et pour lui, c'est vraiment un début absolument extraordinaire. Très heureux, très fier. La seule chose que je peux dire, c'est un merci piston. Serge Niquette, à Sainte-Thècle. La population de Sainte-Thècle, municipalité de près de 3000 habitants, est débordante de fierté pour Éric Bédard. Ce concitoyen vient de remporter la médaille de bronze en patinage de vitesse 1000 mètres courte piste. Guylaine Trudel, épicière, est enchantée. C'est bien intéressant pour la place, puis surtout qu'Éric, c'est la première médaille en Mauricie, puis surtout de Sainte-Thècle, je pense que c'est valorisant pour tout le monde. Même fierté pour le maire André Veillette. Je pense qu'Éric va servir de leader dans le milieu pour que les gens comprennent bien que, en fin de compte, c'est la volonté qui donne le résultat. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Autrement dit, ça n'arrive pas souvent dans un petit village comme ça, puis tout le monde est très, très heureux. Pour le curé Gérald de Barry, la performance d'Éric fera boule de neige. Je trouve que ça va donner le goût à notre jeunesse de s'impliquer dans les sports. La médaille d'Éric Bédard ne nuira certainement pas à l'entreprise Gros Lot, connue pratiquement dans le monde pour son bois de plancher. Une reconnaissance mondialement, le village de Sainte-Thècle, ça va être plus facile à expliquer sur la carte où on est situé. Sainte-Thècle, c'est un méconnu, c'est une petite paroisse là, à travers d'une grande province. Et puis à l'école Masson, on voudrait bien souligner cet exploit en permanence. On fait des démarches pour que le gymnase de l'école Masson s'appelle le gymnase Éric Bédard. Ben, tu sais, c'est le fun qu'un gars de Sainte-Thècle qui gagne une médaille aux Olympiques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah ben, il est bon. Et ce n'est pas terminé. Il est assuré que la population de Sainte-Thècle regardera Éric jeudi avec d'autant plus d'intérêt pour la ronde de qualification du 500 mètres courte piste et à l'épreuve relais de 5000 mètres. Pierre Delavoie, à Sainte-Thècle. Plein d'émotions. Mais parlons des efforts maintenant d'Éric Bédard pour atteindre les plus hauts sommets dans son sport. Ça ne date pas d'hier. Membre des Étoiles filantes, au départ, il a par la suite franchi les étapes une à une. Pierre Marceau nous présente un résumé de sa carrière.
Avant même de mettre le pied sur la 3e marche du podium à Nagano, Éric Bédard aura dû gravir plusieurs échelons. Il chausse les patins pour la première fois à l'âge de 2 ans. Et à 5 ans, il est membre du club de Sainte-Thècle, les Étoiles filantes. Il participe à sa première compétition à Drummondville. Il terminera premier. Il y aura les Jeux du Québec à 3 reprises, puis les Jeux du Canada en 1995. 16 ans de compétition, d'entraînement et de combativité qui auront mené Éric Bédard à faire partie de ce club très sélect des meilleurs au monde. Éric a gravi réellement tous les échelons 1 à 1. C'est réellement l'exemple typique du jeune qui débute. La médaille d'argent à la suite d'un revers de 3-1 face aux États-Unis. Et Guy Bolduc nous trace un tableau des événements à venir dans les prochaines heures. La 12e journée de bièdre de fortune. Oui, exactement. Et ça a été un succès phénoménal pour eux autres, mais surtout pour moi, parce que j'étais en dehors du groupe. Ben oui, c'est ça, il n'y avait plus de place, le groupe était complet, puis vous en avez pris un pareil, puis vous avez gratté un billet gagnant. Il y avait plus de place, le groupe était à 51, puis je lui ai pointé du doigt sur le comptoir le billet que je voulais avoir, et c'est arrivé comme ça. Ah ben, c'est tout à fait merveilleux. Il se passe quelque chose d'un peu spécial à Saint-Alexis de Matapédia cette année. C'est quoi? Le Carnaval d'hiver Saint-Alexis qui fête son 50e anniversaire d'exécution chaque année. Ah ben c'est merveilleux ça, mon cher ami. Je profite de l'occasion, M. Gobel, pour vous remettre cette épingle du Carnaval d'hiver 50e anniversaire. Oh ben mon Dieu, si on a l'occasion de se rendre dans le coin de la vallée de la Matapédia, on va y aller. On encourage, on applaudit M. Lévesque. Bonne chance. Allez-y, mon cher ami, la roue est à vous. Allez-y. Alors, M. Lévesque de Saint-Alexis, qu'est-ce que vous faites comme travail, M. Lévesque? Pré-retraité. Oui. Et comme accessoire à ça, bien, je fais du bénévolat. Bon, ben d'accord. Et qu'est-ce qui vous accompagne? Vous avez votre femme? Famille, mon épouse, ma fille, ma petite-fille, mon fils au bout de la porte, Anne-Marie et Julien, le père d'Élisabeth. Ah, c'est merveilleux. Élisabeth, qui a quel âge? Oh, elle est jeune, hein? 6 ans? 4 ans? Oh, ben, elle veut voir son grand-papa tourner la roue. On va s'approcher, monsieur. Venez donc voir où est-ce que ça s'en va pour vous. Attention, mon cher ami. Oh, il faut que ça reste 5 secondes bien en place. Et si c'est le cas, mon cher ami, ça veut dire Super Bonnie. Alors, allons-y vers le Super Bonnie, vers la 2e roue. Bonne chance, monsieur Lévesque. Et voilà, une première roue. Et une 2e roue maintenant. Venez me rejoindre, monsieur Lévesque. Dites-moi, vous avez eu le temps de faire quoi comme projet, là, vous? Bien. De règlement négocié. Alors, notamment, ce projet de loi prévoit l'affectation d'un groupe d'arbitres qui vont retenir les meilleures propositions, qu'elles viennent de la partie patronale aussi bien que de la partie syndicale. Alors, la coalition syndicale avait demandé un délai de 30 jours pour poursuivre les négociations. On était confiant de régler tout ça à l'intérieur de ce délai additionnel, mais le premier ministre Lucien Bouchard a dit non, écoutez, il n'y en a pas question. Hier encore, il a dit, vous avez jusqu'à 10 heures demain matin, en parlant de ce matin, pour vous entendre, mais au-delà de ça, nous, on procède avec la loi spéciale, mais ça risque de coûter cher au Parti québécois, parce que dès hier, les représentants de la coalition syndicale ont dit, écoutez, si vous passez une loi spéciale, attendez-vous au pire pendant la prochaine campagne électorale. Les libéraux qui y ont vu une belle porte, ils sont entrés dedans en disant qu'ils allaient voter contre la loi spéciale. Bon. Jour 3 en Cour suprême aujourd'hui. Alors, écoutez, pas grand-chose de neuf. Hein. Hier, on se fie au témoignage, notamment des Autochtones. C'était une position déjà connue. Alors, les Autochtones qui réclament le respect du droit à leur autodétermination, respect également du droit de rester membre partie du Canada si jamais le Québec devenait souverain. Il y a eu d'autres témoins également, des représentants des minorités anglophones au Québec et des allophones également. Alors, de ce côté-là, on a dit qu'une déclaration unilatérale de la souveraineté, c'était vraiment, ça devait être considéré comme vraiment illégal. Ça reste une éventualité, bien sûr, mais on réclame la protection des droits des minorités. Et on a vu M. Jacques Parizeau au soir du référendum, souvenez-vous, on a encore sur le cœur du côté des minorités allophones et anglophones au Québec des propos de M. Parizeau qui avait dit qu'on avait perdu le référendum à cause de l'argent et des minorités ethniques. Il n'y a pas eu d'entente parmi les ministres de la Santé provinciaux? Non, pendant 2 jours, ils ont été réunis à Toronto pour s'entendre possiblement sur une compensation à verser aux victimes de l'hépatite C, des gens qui ont contracté cette maladie à cause de transfusions sanguines. Ça n'a pas marché. Écoutez, il y a 60 000 personnes qui sont touchées par cette maladie à cause des circonstances que je viens d'évoquer, là. Alors, le Québec est prêt à marcher là-dedans, tout comme l'Ontario d'ailleurs, mais du côté d'Ottawa aussi, on dit qu'on serait prêt à verser jusqu'à 300, 600 millions même, mais il y a d'autres provinces qui disent qu'on est à la limite budgétaire dans le secteur de la santé. Pour l'instant, il n'est pas question qu'on fasse quoi que ce soit de ce côté-là. Encore 2 semaines pour négocier. Maintenant, restons dans le domaine de la santé. On va parler du sang contaminé, encore une fois, si vous voulez. Il y a la GRC qui mène une enquête pour voir quelles sont les méthodes qui ont prévalu au niveau de l'approvisionnement et de la distribution du sang entre 1900
1983-1987. Tout ça à la suite du rapport de la commission Craver. Alors, on a besoin de témoignages et pour ça, on a mis en service un circuit téléphonique. Le numéro de téléphone, c'est le 1-888-530-1111. Or, depuis 2 jours que ce circuit est en fonction, on a reçu 200 appels, on est vraiment débordé, et il y a une cinquantaine d'appels là-dessus qui étaient vraiment là, qui ont donné des informations extrêmement pertinentes, à la surprise d'ailleurs des enquêteurs, parce qu'on se dit toujours une ligne téléphonique comme ça, des farfelus qui vont s'en servir pour faire toutes sortes de conneries, mais non, ça n'a pas été le cas, au contraire. Et il y a des montagnais qui réclament une compensation. Ils ont déjà eu, ces montagnais de la Côte-Nord, pour le développement hydroélectrique dans leur région, une compensation importante, là, 150 millions qui ont été versés en 1973. Mais là, Marlène Guimond, ils en veulent plus, beaucoup plus même. Jacques, en 1973, c'est 150 000 que les Inuits de Bétianite ont obtenus d'Hydro-Québec. Et à l'époque, c'était pour construire des barrages sur la rivière Manicouagan, Bertimis et Outave. Et les Inuits disent qu'ils pensaient que c'était pour seulement un droit de passage pour une ligne de transmission. Et ils estiment qu'ils ont été bernés par les gouvernements. Alors, ils réclament maintenant un demi-milliard de dollars, 500 millions, pour compensation pour atteinte à leurs droits et pour aussi l'utilisation de leurs terres. Alors, excusez, Marlène, vous avez parlé de 150 000 $. Moi, j'ai parlé de 150 millions. C'est 150 000 ou 150 millions? C'est 150 000 qui ont eu il y a 25 ans de ça. Bon. Ils veulent bloquer aussi d'autres projets, hein? Par le fait même, ils demandent aussi une injonction pour bloquer tous les projets qui sont présentement sur la Haute-Côte-Nord, parce qu'Hydro-Québec se prépare à détourner 4 rivières. Alors, Hydro-Québec avait convaincu le milieu que les audiences du BAP n'étaient pas nécessaires pour aller plus vite. Elle devra prendre son mal en patience, parce que ça devra probablement retarder tous ces projets. Merci, Marlène. Au revoir. De rien, au revoir. Un mot terminant sur la situation en Irak. En Irak, là, le dernier espoir, c'est Kofi Annan, le secrétaire général de l'ONU, qui a reçu le feu vert du Conseil de sécurité, des 5 membres permanents, tout le moins, pour se rendre en Irak. Alors, il s'y rendra dès vendredi pour essayer de convaincre Saddam Hussein d'ouvrir tous les sites où sont susceptibles d'être emmagasinés des armements de destruction massive, armements chimiques, entre autres, aux inspecteurs de l'ONU. Alors, Bill Clinton, lui, entre-temps, qui réitère un avertissement, là, il est prêt à frapper fort, allusion à Saddam Hussein, bien sûr. Il a même dit à un moment donné, il faut protéger notre avenir contre ces prédateurs du 21e siècle. Alors, quand on regarde tout ça, on se demande si M. Clinton n'est pas intéressé davantage à la guerre qu'à la paix. Hein? Ben oui, faire oublier ce qui se passe à la Maison-Blanche. Gros complexe militaro-industriel aux États-Unis qui doit vivre, les pauvres. Les pauvres, tout ça sans rire 2 fois. 2 fois. 7h30 minutes, la cérémonie de la remise des trophées des statuettes Oscar s'en vient. C'est pour le 23 mars prochain. Il y a un Québécois qui est en lice. Il y a un Québécois qui est en nomination. Il s'agit de ce monsieur Sylvain Chaumet qui a réalisé un film, un court-métrage d'animation qui s'appelle La vieille dame et les pigeons. Une occasion en or pour cet illustrateur qui a consacré 10 ans de sa vie à réaliser et à trouver les fonds nécessaires pour son film. Un film qui a néanmoins connu des débuts difficiles. Pourquoi? Parce qu'il a été refusé littéralement, même pas été sélectionné au Festival d'Ottawa. Carrément refusé. Cependant, il a reçu des prix à Los Angeles, un génie, une mise en nomination pour les Césars en France et puis une autre pour les Oscars. Le prophète dans son pays, apparemment. Vous dites si bien. À la relève de Frédéric Bach. 7h31 minutes, eh bien oui, les nuages étaient annoncés, un peu de neige également, mais c'est un drôle de mélange qu'on a eu droit, José. Oui, et on aura le droit au cours de la journée à d'autres mélanges comme ceux de ce matin, c'est-à-dire de la neige, du grésil, également un peu de pluie verglaçante pour certains secteurs. Pour la région de Montréal, on aura donc de la neige mêlée de grésil et de pluie verglaçante. On attend des accumulations d'environ 10 trous de... On veut pas de drogue ici. Trou de beigne. Trou de beigne, c'est ça. Hey, vous savez que la coutume japonaise, hein, ce sont les dames qui offrent des cadeaux aux hommes à la Saint-Valentin. Est-ce qu'on peut l'importer, cette coutume? Mais... Non, ma blonde m'a donné un cadeau. C'est pas comme ça ici. C'est comme ça? Oui? Ben oui, ma blonde m'a donné un beau cadeau. Des beaux boxeurs rayés comme ça. Lignée verticale? Oui. Ça fait paraître plus mince, hein? Pas besoin de ça, je viens. Bon. On connaît maintenant les quarts de finalistes ou les demi-finalistes? Les demi-finalistes. Le Canada qui a gagné par la marque de 4-1 contre le Kazakhstan, c'est terminé. Le Canada qui va affronter maintenant la République tchèque et qui a disposé des États-Unis par la marque de 4-1. La Finlande a gagné contre la Suède. Ça, c'est une certaine surprise. Par la marque de 2-1. 2 buts de Timo Selänne, dont une superbe passe de Seppo Koivu sur le deuxième but de Selänne. Alors, je vous remonte encore le résultat des États-Unis qui ont perdu par la marque de 4-1 contre la République tchèque. Dominique Hasek a été superbe.
J'ai bien hâte de le voir contre le Canada vendredi, sans confrontation contre Patrick Roy. Puis la Russie, sans difficulté, a vaincu la Biélorussie par la marque de 4-1. Ski acrobatique en saut, pas de Québécois ni de Canadiens. Il y avait 12 coureurs, 12 participants en finale. Et puis, regardez les positions canadiennes, 10, 11 et 12. Nicolas Fontaine a été le meilleur Canadien. L'Américain Éric Bergouste a récolté la médaille d'or. Je vous invite à écouter Nicolas Fontaine qui dit, écoutez, la vie continue, là, c'est pas si pire que ça, dans le fond. C'est sûr que c'est une chose que je voulais vraiment cette année, c'était une médaille olympique. Puis ça fait 4 ans que je travaillais pour ça. Mais quand on arrive ici ce matin, je me demandais, j'étais là, qu'est-ce qui va arriver ce soir. C'est ce qui est arrivé un petit peu, ce que je pensais, c'est qu'ils m'ont pas scoré beaucoup encore aujourd'hui, ils m'ont pas donné beaucoup de points. Mais comme je dis, c'est des choses qui arrivent, puis c'est pas grave, on n'arrêtera pas pour ça. Donc je peux dire une chose, c'est que je suis satisfait, j'ai donné le 100%. Et chez les femmes? Chez les femmes, la victoire est allée à l'Américaine Nikki Stone. Veronica Brenner a pris la 9e position. Au tableau des médailles maintenant, je vous mentionne que l'Allemagne domine avec 22. Le Canada est 4e avec 12 médailles, dont 4 en or. Il y a la Norvège qui en a rapporté ce matin, là, entre autres avec Björn Dahlin, qui se rapproche de l'Allemagne. Et les joueurs qui ne sont pas aux Olympiques ont repris le collier? Oui, les joueurs du Canadien sont de retour au Centre Molson. Il y en a certains qui sont allés se faire griller la couenne pendant quelques jours en Jamaïque. Les chanceux, à leurs 9 jours sans entraînement, ça fait du bien. C'était assez raide hier à l'entraînement. Et vous allez entendre les joueurs du Canadien, entre autres Alain Vigneault, qui va nous parler que lui, selon lui, les grandes patinoires, là, c'est pas très intéressant. Oui, donc. De réduire de 20 à 50 de la facture de chauffage. Et c'est une maison également, son nom le dit, là, qui permet d'offrir un confort inégalé en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison-là? Est-ce qu'on pense en termes d'isolation? Oui, en termes de matériaux première de chose, construction? oui, tout ça. Isolation, c'est-à-dire qu'il y a des techniques d'isolation là, qui sont, comme on le disait, les plus performantes. Également, au niveau de l'étanchéité de la maison. L'étanchéité est accrue. Au niveau de la ventilation, il y a des ventilateurs récupérateurs de chaleur qui sont installés pour faire en sorte qu'il y ait une circulation d'air, une bonne circulation d'air et que la qualité de l'air soit excellente dans la maison. Au niveau du chauffage, par exemple, il y a des thermostats électroniques qui sont installés. On a déjà parlé de ça, je pense, hein, ici, Guy. Alors, on a vanté les mérites là, du thermostat électronique en termes de consommation, de confort. C'est une maison pour laquelle également on considère l'apport solaire, c'est-à-dire la disposition par rapport au soleil, également l'emplacement des fenêtres. Donc, l'apport solaire permet de réduire encore une fois la facture de chauffage et c'est une maison qui utilise des matériaux sains, c'est-à-dire des matériaux non toxiques et c'est idéal pour les personnes qui souffrent d'allergies ou de maladies respiratoires. Il faut dire également là, que ce qui caractérise cette maison-là, c'est qu'elle est inspectée en cours de construction par Hydro-Québec et qu'à la fin de la construction, elle reçoit un certificat de conformité d'Hydro-Québec. C'est un programme d'accréditation, donc? Oui, oui. Ce n'est pas Hydro-Québec qui construit les maisons. Ce sont des constructeurs qui sont... Éric est devenu le héros du jour aux yeux des étudiants fiers de sa performance. Le comité organisateur des Jeux du Québec de Trois-Rivières pour l'hiver 1999 entend proposer le poste d'ambassadeur au nouveau médaillé de 21 ans. Salut, bonjour, se poursuit à l'instant. Bientôt pour enlever nos pneus d'hiver sur nos bicyclettes. Ah oui. Non, il m'impressionne des courriers quand même. Beau temps, mauvais temps. Quel travail. Oui, puis il faut que les voitures Bon, restons un petit peu à Montréal, parce qu'il y aurait probablement entente entre la ville et ses écoles bleues. Oui, bien, vous savez que les employés municipaux qui n'ont pas encore réglé le renouvellement, ou en tout cas les accommodements, les aménagements de leur convention collective pour respecter l'objectif imposé par le gouvernement de réduire la masse salariale de 6 Non. Les conventions collectives entre la ville et leurs employés, ils ont jusqu'à 10 heures ce matin pour s'entendre, sinon, bang, le coup sur les doigts, la loi spéciale, et là, on va vous imposer une façon d'y arriver à cet objectif-là. Mais, comme vous le dites, du côté de Montréal, Dominique Carpin, ça semble bien aller, on serait tout près d'une entente, semble-t-il. Oui, on vient d'apprendre que des discussions de dernières heures là, qui ont eu cours tout au cours de la nuit entre la Ville de Montréal, la CUM, le syndicat des cols bleus, des pompiers et des policiers auraient permis de conclure une entente. Il ne resterait
que quelques détails à ficeler. Ça nous a été confirmé par la coalition des employés municipaux. D'ailleurs, le président de cette coalition, le porte-parole, aurait communiqué cette information au premier ministre Lucien Bouchard, où ça va être fait au cours des prochaines minutes. Reste maintenant à savoir si cette réunion spéciale de l'Assemblée nationale ce matin sera toujours convoquée. Vous l'avez dit, c'était prévu à 10 heures pour faire adopter cette loi. On sait, hier, M. Bouchard a déclaré, le premier ministre a déclaré que seule une entente in extremis à Montréal et à CUM pourrait peut-être permettre là, de repousser cette échéance. On aura plus de détails là, au cours des prochaines heures. Oui, parce qu'il y a quand même un nombre assez important de municipalités où il n'y a pas d'entente encore. Alors, ça aussi, c'est important. Oui, on estime que 40 seulement des municipalités au Québec ont réussi à conclure une entente avec leurs employés, mais vous comprendrez qu'avec la Ville de Montréal et la CUM, c'est un gros bassin d'employés qui seraient arrivés à s'entendre. Alors, c'était le seul ultimatum, là, le dernier ultimatum, en fait, que Lucien Bouchard laissait au syndicat. Merci, Dominique. Au revoir. Alors, les deux prochaines heures sont cruciales. Plusieurs personnes atteintes de cancer sur des listes d'attente. Exactement. Des listes d'attente interminables pour les malades atteints de cancer, effectivement, et qui ont besoin de traitement en radiothérapie. Les radio-oncologues veulent pouvoir prolonger les heures de service à leur cabinet, leurs cabinets qui sont ouverts de 8 heures à 5 heures habituellement. Et en plus, on dit qu'il manque d'oncologues, même qu'à Rimouski, il n'y en a pas du tout. Alors, on a 32 radio-oncologues actuellement au Québec et il en faudrait 60 selon l'Association de ces professionnels de la santé. Parallèlement, bien, il y a le nombre de cancers qui augmente, étant donné que la population vieillit également. Oui. Les personnes qui ont disparu de Médecins sans frontières, est-ce qu'on parle d'enlèvement? Ça a tout l'air. Hein. Pour l'instant, tout concorde vers ça parce que vous faites allusion, bien sûr, à ce médecin canadien, de même qu'un logisticien français qui travaillait et qui travaille toujours parce qu'on ne sait pas encore quel est leur état de santé. Alors, ils travaillent pour Médecins sans frontières. Donc, ils sont portés disparus depuis samedi en Sierra Leone. Sierra Leone, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Alors, les deux hommes s'étaient rendus à une dizaine de kilomètres à peu près de Freetown, la capitale, où il y a de violents combats actuellement. Et à cet endroit-là, là, en retrait de la capitale, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient là, des réfugiés, en fait, qui ont quitté la capitale, et on allait leur porter secours. Et c'est en route, là, qu'on a perdu leurs traces. Alors, on les recherche activement. On espère qu'on aura de bonnes nouvelles. L'entente UALCAN, ça ressemble à une hypothèque. Le terme est l'amortissement. Oui, c'est un peu ça. Hein? On avait parlé d'une entente à long terme de 18 ans, Éric Lévesque, mais là, on a accepté en Assemblée générale cette entente-là, mais là, on parle plutôt de 5 ans. Alors, il y a des explications à apporter sur les deux termes-là. Voilà, 5 ans, ça, c'est le contrat de travail ferme, un contrat de travail habituel, quoique c'est inhabituel d'en avoir un aussi long, là, chez Alcan, bonifié là, de 12 d'augmentation salariale. Pour ce qui est des 13 autres années, ce qui fait 18 ans, finalement, c'est qu'après le 5 ans, on va tout faire pour éviter la grève ou le lock-out, parce qu'habituellement, lorsque le contrat de travail était terminé, il y avait beaucoup de moyens de pression, ça faisait perdre des sous à la compagnie, 100 millions de dollars qu'on a perdu en 1995. Donc, on veut éviter tout ça et les travailleurs ont accepté à 86 ce contrat de 18 ans, mais c'est bien sûr 5 ans là, de contrat de travail ferme. 12 d'augmentation sur 5 ans, c'est pas dédaigné non plus. Hein. Il serait bien malvenu de faire la grève. Hein? Voilà, surtout que les salaires, on le sait, sont excellents dans ce milieu-là, puis ils vont avoir les meilleurs salaires garantis par Alcan au Québec là, de tous les employés d'aluminium. C'est sûr qu'il n'y a pas que les salaires qui comptent, mais quand même. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Du côté de Nakano, on dirait que c'est un 7-up laissé sur le comptoir, ça manque de bulles et de pétillement. Oui, qui a perdu effectivement ces petites bulles, comme vous le dites. Richard Latendresse, vu d'ici à tout le moins, il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance là-bas à Nagano. C'est un peu vrai, Jacques, c'est un peu vrai, mais prenons chaque cas un par un. Prenons la ville d'abord. La ville de Nagano est beaucoup plus grande, plus industrialisée que l'île-à-mer en Norvège, la dernière ville où se sont tenus les Jeux d'hiver. Dans un sens, en fait, Nagano semble conserver son rythme de vie économique à elle, sans se soucier des Jeux, sauf pour les problèmes de circulation. D'autre part, le centre-ville lui-même n'est pas très chaleureux, bien qu'il y ait à son extrémité un très beau temple, le temple Zenkoji. Les installations olympiques sont souvent situées dans des secteurs de la ville où il n'y a pas beaucoup de vie. Puis enfin, pour des Jeux d'hiver, Jacques, il faut que ça ait l'air de l'hiver. Ça prend de la neige, il manque de neige dans la ville elle-même, c'est sec partout, alors qu'il y en a trop dans les montagnes. Ça fait comme des jeux à deux vitesses, on ne vit pas tous au même rythme. Oui, c'est un peu paradoxal, vous dites que ça manque de chaleur à Nagano, mais pourtant, ça fait fondre de la neige, faut croire, parce qu'il n'y en a pas du tout à Nagano, il y en a beaucoup dans les montagnes, même qu'il y en a trop, hein. C'est ça, exactement. Il y en a trop dans les montagnes. Et parallèlement à ça aussi, il y a l'accueil des Japonais. C'est un accueil
comment je pourrais dire, intéressant. Réservé, oui. C'est ça. Il y a une certaine réserve dans ça. Ils sont empressés, mais il y a une politesse embarrassante. Ils sont comme gênés, ils sont mal à l'aise de trop exprimer leurs émotions, ce qui fait que souvent dans les stades, on les voit exploser, puis tout d'un coup, ça se calme, ça devient presque silencieux. Ça tient d'une certaine manière les touristes, les journalistes, les gens d'extérieur en général, un peu à distance finalement. Alors, c'est une question de culture, en fin de compte. Par ailleurs, on se demande même si ça n'a pas un impact sur la performance, peut-être par la bande, là, sur la performance de nos athlètes là-bas. Oui, peut-être un peu, Jacques. On a vu des athlètes de toute façon partir tout de suite après leur compétition, sans chercher à profiter de la vie à la japonaise. À nouveau, de côté, en une, cette fois dans le soleil, c'est Montréal qui veut son carnaval et qui espère bien pour cela peut-être attraper le carnaval de Québec. Bon, on en parle beaucoup de ce festival d'hiver réclamé par l'équipe d'Alain Simard à Montréal. Ce qu'on fait ressortir ce matin, c'est l'assurance qu'a donnée hier le gouvernement du Québec que Québec ne subventionnera pas un festival d'hiver à Montréal qui viendrait mettre en péril le carnaval de Québec. Alors, la question de savoir si on pourra en arriver à une solution de complémentarité entre les deux événements. On rappelle que la perspective de tenir à Montréal un festival des neiges à l'intérieur du calendrier du Carnaval de Québec ne fait pas du tout affaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain. Par ailleurs, le Soleil nous rapporte ce matin que le festival Juste pour rire et le festival d'été de Québec resserrent leurs liens, si bien que dès cette année, deux événements estivaux pourraient s'associer pour présenter plus d'un spectacle. Alors, José Lapointe raconte que c'est une première tentative pour l'équipe de Juste pour rire de décentraliser les activités, que Roson aimerait un jour présenter des volets plus modestes du festival Juste pour rire dans plusieurs villes de la province. À part ça, on raconte que le Salon du Livre de Québec, eh bien, c'est vraiment la fin, selon ce que titre le Soleil en une ce matin, et qu'à moins d'un miracle, il s'en sera fini de l'événement. C'est repris également dans le Devoir. Ce qu'on dit, c'est que les éditeurs sont maintenant sommés de choisir par voie de sondage entre l'automne et rien du tout. La direction du Salon veut maintenir le Salon à l'automne. D'autres disent que l'automne est déjà chargé avec le Salon du Livre de Montréal et la Foire de Francfort. On voudrait revenir plutôt au printemps. Et je termine avec ce que publient les journaux ce matin. Une lettre signée par de nombreux artistes, interprètes. Juste avant d'appuyer sur la détente, pas besoin, il a rangé son revolver dans son étui, donc pas de loi spéciale. Pourquoi? C'est que ça négocie au cours de la nuit encore ce matin, si bien qu'à l'heure actuelle, il y a des règlements survenus dans plus de 60% des syndicats impliqués. D'ailleurs, vous le voyez, sur les coups de 10 heures ce matin, les employés de l'Assemblée nationale qui rangent la fameuse masse, pas besoin de la masse. Lucien Bouchard et son ministre Trudel, heureux, bien sûr, à toujours des événements. Des règlements, donc, dans les gros syndicats importants. Il y a des règlements partout, me dit-on, à la Ville de Montréal, y compris l'École bleue et les pompiers. Règlements à la CUM également, notamment les policiers. Ville de Québec, même chose, les employés municipaux. Pas de règlement encore chez les policiers de Québec, mais ça s'en vient. Règlement, enfin, sur le point, semble-t-il, à Sherbrooke, Chambly également, Rimouski, règlement avec les policiers. Bref, ça a vraiment déboulé au cours des dernières heures. En sorte que Lucien Bouchard est bien sûr très heureux et selon lui, il n'y avait plus nécessité d'adopter cette fameuse loi, même si tous les députés, Pierre, avaient été convoqués là. Oui, mais c'est réglé à Montréal, mais pas partout, hein, vous l'avez dit. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs villes importantes où il n'y a pas de règlement. Et là, ce qui se passe, la décision du gouvernement, c'est de ne pas adopter la loi spéciale tout de suite, mais il y a la rentrée parlementaire usuelle qui aura lieu le 10 mars. Alors, à ce moment-là, s'il n'y a pas de règlement survenu partout, donc dans les villes où il n'y aura pas de règlement, le gouvernement adoptera la fameuse loi en question qui va essentiellement donner une vingtaine de jours aux partis pour s'entendre. Sinon, il y aura la mécanique qu'on appelle la loi de l'offre finale. Il y a un arbitre qui va décider entre les partis. On peut entendre, si vous voulez, le premier ministre là-dessus. Ah oui, c'est évident, là. Qui va pouvoir se plaindre, là? Qui va pouvoir se plaindre le 10 mars qu'on passe une loi spéciale pour ceux qui n'ont pas réglé, après tout ce qui aurait été réglé, tout ce qui aurait été fait pour provoquer un règlement? Mais s'il reste 10 par exemple, des employés municipaux qui ne sont pas réglés, il y aura une loi spéciale. Il y aura une loi spéciale pareil? Il y aura une loi spéciale pour tout ce qui va rester. Pour tout ce qui va rester. Qu'est-ce que dit l'opposition? Écoutez, il y avait, il faut le dire, une ambiance un peu surréaliste ce matin ici. Beaucoup de députés, même des ministres, sont arrivés pour siéger à 10 heures, ne sachant pas
ce qui venait de se produire. Donc, Mario Dumont dénonce ce qui s'est produit. C'est la preuve de la collusion, dit-il, entre les syndicats et le gouvernement. Même discours du côté de Daniel Johnson, il affirme que Lucien Bouchard emploie des méthodes, a-t-il dit, dictatoriales, en traitant cavalièrement l'Assemblée nationale et ses membres. Mais Lucien Bouchard, lui, est reparti, bien sûr, heureux de la tournée des événements, parce qu'il faut dire, un règlement majeur, surtout à Montréal, qui, dit-il, va régler en bonne partie les ennuis financiers de la métropole. Et c'est évidemment une solution pour le gouvernement au plan politique qui risque d'être sans être bénéfique, du moins, qui ne posera pas de problème politique à Lucien Bouchard. Et pour lui, c'est une... Est-ce que ça ouvre la voie des élections plus tôt que prévu? Il dit qu'il n'a pas eu le temps de penser à ça depuis 24 heures. On lui a posé la question. Alors, mais depuis ce matin, ce qu'il y pense, il refuse de spéculer là-dessus. Mais disons que c'est un élément qui peut se rajouter dans la machine à rumeurs qui court, il faut le dire, assez fort ici à Québec. Merci beaucoup, Paul. Au revoir. Ben alors, on le voit, ça a bousculé rapidement. Et à Montréal, notamment, il y a eu ces ententes. Il y avait eu une conférence de presse prévue un peu plus tôt ce matin. Ça a été reporté en fin d'après-midi. Normand Réaume, je pense que si on essaie de comprendre cette entente qui est intervenue, c'est pas nécessairement des réductions de salaire qu'il y aura au niveau des employés. Je pense qu'on a puisé notamment dans les fonds de pension et tout ça. Oui, exactement. C'est surtout pas sur les salaires. Il y a une récupération dans l'ensemble de 6 % de la masse salariale, mais ça se fait dans les conditions de travail ou dans les surplus actuariels des régimes de retraite. Dans le cas de la possibilité d'une élection au printemps, ça se discute dans les corridors ici. Et on souligne qu'effectivement, le gouvernement Bouchard était bien mieux avec un règlement négocié, comme il y a consenti, que par l'imposition d'une loi spéciale. Alors, les dirigeants syndicaux sont contents et ils disent que finalement, c'est le processus de négociation qui a permis d'arriver à ces compromis et non pas la menace d'une loi spéciale. Alors, on verra, et ça va être présenté, j'imagine, à tous les syndiqués à travers la province, ceux en tout cas qui ont eu des ententes. Exactement. Les principaux endroits, Québec, Montréal et la communauté urbaine de Montréal. Et dans le cas des autres plus petits endroits, des négociations vont se poursuivre. Ici, on parle d'un délai de 30 jours pour arriver à un nouveau compromis. C'est ce qu'a dit tantôt aussi Paul. Merci beaucoup. Merci, Normand. Plus tard. Au revoir. Alors, quand on parle d'élections, on sait aussi que ce sont des partenaires du gouvernement aussi, souvent les syndicats du Parti québécois au cours d'une campagne électorale, et certainement que M. Bouchard ne voulait pas les avoir à dos. Hein? On est menacé, Pierre, apparemment, par une épidémie de grippe qui nous vient d'Australie et qui saute facilement d'une personne à l'autre. Oui, il semble qu'il y a 200 cas de déclarés, mais qu'il y en aurait beaucoup plus aussi. Vous savez, on parlait de cette grippe au Japon qui a affecté notamment énormément de nos athlètes là-bas, qui ont été pris d'un malaise en arrivant là-bas, cette fameuse grippe de Sydney. Il semble même qu'elle soit déjà rendue chez nous. Avec nous, le docteur Yves Robert du Laboratoire de santé publique du Québec. Docteur Robert, bonjour. Bonjour, M. Bruno. C'est toute une grippe, il paraît, hein, avec des symptômes assez drastiques, là. Bien, c'est la grippe que l'on connaît bien, avec la fièvre, les douleurs musculaires, la fatigue importante. C'est la grippe auquel on s'attend normalement. Ce qui est anormal cette année, c'est que cette souche-là est un petit peu différente des souches qui sont normalement, qui ont été vues au cours des dernières années. Ce qui fait que l'impact de cette nouvelle souche-là est plus important parce que les gens sont moins protégés contre elle. Ça veut dire que d'une fois à l'autre que vous trouvez un antidote, il faut déjà travailler pour d'autres grippes qui s'amènent. C'est exactement ça. Voilà pourquoi on fait de la surveillance des souches. Et donc, la souche Sydney va probablement être une des composantes importantes du prochain vaccin contre l'influenza la saison prochaine. Il n'y a pas que le Sydney qui circule actuellement, par contre, au Québec. Il y a également la deuxième souche, une souche chinoise, la Wuhan, qui, elle, était contenue dans le vaccin de cet automne et qui protège bien les personnes qui vont être exposées à cette souche-là. Est-ce que c'est pas la fameuse grippe de poulet qu'on appelait, là? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est complètement autre chose. Et cette fameuse grippe du poulet n'a causé que 18 cas à Hong Kong. Il n'y a pas eu de nouveaux cas depuis ce temps-là. Et c'est une souche qui ne semble pas vouloir passer chez l'être humain, pour le moment en tout cas. Bon. Donc, ça n'a rien à voir avec la grippe du poulet. Alors, vous avez parlé des symptômes, mais ça peut nous paraître une grippe banale, mais est-ce qu'elle est dangereuse, cette grippe? Elle n'est pas plus dangereuse que n'importe quelle autre grippe lorsqu'on la fait. Elle peut causer des symptômes importants, par contre, chez des personnes qui ont déjà des problèmes de santé importants. On pense aux pulmonaires chroniques, aux cardiaques chroniques. Ces personnes-là, si elles ont été vaccinées, peuvent avoir quand même contre cette nouvelle souche-là, une certaine protection, même si elle n'est pas optimale, n'est pas la meilleure. Ils sont bien protégés contre l'autre souche qui circule également au Québec, la Wuhan, auquel je faisais allusion. C'est ces personnes-là qui sont les plus à risque présentement. Mais c'est clair que le virus se répand et se répand depuis la mi-janvier au Québec. Et on peut pas limiter ça, là. Je pense bien quand la grippe est partie, elle est partie, là. Voilà. Il est un peu tard maintenant pour pouvoir intervenir.
En fait, même la vaccination serait probablement pas pertinente, sachant que la souche, en fait, on a probablement maintenant du côté descendant de l'épidémie. On a eu notre pic entre le 29 janvier et le 9 février. Donc, c'est là qu'était notre pic. Et maintenant, il semble qu'on ait un peu moins de cas, même s'il en reste encore beaucoup. Quand on parle de 200 cas, on peut parler d'épidémie, sérieusement, oui? En fait, ici, on parle de... En fait, c'est 400 cas confirmés qu'on a depuis début décembre. D'accord. C'est des cas confirmés, c'est des gens qui ont eu un prélèvement et chez qui on a identifié le virus. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup plus de cas que 400, c'est évident. Merci beaucoup, Dr. Robert. Au revoir. Je vous en prie, M. Bruno. Au revoir. Et les gens qui pourraient être touchés par l'un ou l'autre des virus doivent savoir que dans les salles d'urgence, ça ne va pas beaucoup plus vite qu'il y a quelques semaines. C'est encore un peu lent. Fortement position en faveur du maintien du foyer Ernest Jacob de Yamachiche. Le député des Îlets a donné son appui inconditionnel au comité de sauvegarde lors d'une assemblée de consultation du regroupement de la santé et des services sociaux de la MRC Masquinongé hier soir à Yamachiche. Environ 1000 personnes ont assisté à cette assemblée qui s'est déroulée à l'église de Yamachiche. La décision finale sera rendue mercredi prochain. Une vaste étude sur la santé de la population de la Mauricie et du centre du Québec est présentement en cours. Santé Québec effectue cette enquête à tous les 5 ans pour connaître les habitudes de vie et l'utilisation des services de santé de la population. 800 familles participent à cette recherche qui a débuté le 5 janvier. Santé Québec cherche à savoir comment se porte la santé mentale et physique des Québécois, la santé des personnes handicapées ou limitées dans leurs activités et le niveau de pratique d'une activité versus la sédentarité de la population. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur? Alors composez sans frais le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser le télécopieur 376-5697. On parle beaucoup des porcheries dans la région, mais il y a une porcherie de l'an 2000 qui vient d'être construite à Saint-Célestin, sur la rive sud de Trois-Rivières. Cet élevage porcin entièrement automatisé va figurer parmi les plus avancés au Québec. Phénomène rare, le projet a pu se réaliser dans la plus parfaite harmonie avec le voisinage. Les porcheries modernes n'ont décidément plus rien à voir avec les sous à cochons d'antan. Celle-là est informatisée de A à Z. S'il le veut, l'éleveur pourra tout télécommander de son salon. Ça va me donner toute la vue d'ensemble du bâtiment. Elle va me donner l'éclairage, la température. Chaque fonction, de la ventilation à l'alimentation, sera contrôlée par la machine. Pour être un éleveur dans le coup maintenant, il est primordial de savoir se servir d'un clavier. Le bâtiment accueillera ses premiers pensionnaires dans quelques jours. Il était d'ailleurs préférable de l'inaugurer avant. Évidemment, c'est la norme maintenant. Cette porcherie sera complètement immunisée contre l'extérieur. Pour y entrer, il faudra se dévêtir au complet, passer à la douche et enfiler de nouveaux vêtements de l'autre côté. Je crois beaucoup à la précision. Si, par exemple, on parle de la moulée, si la moulée est donnée à des stades précis de physionomique, bon, le porc consomme moins ou rien que pour son besoin. Comme rien, absolument rien n'est laissé au hasard. On croit que l'environnement autour ne s'en portera que doublement mieux. D'ailleurs, et c'est rare pour ce genre de projet, personne dans le village n'a trouvé à s'en plaindre. Ouais, on est zone agricole ici. Il faut bien les mettre en code fort, c'est la place idéale. L'industrie porcine ne cache pas que la mise en valeur de ce type de ferme high-tech contribue à amoindrir la psychose dont elle est l'objet. Louis Cloutier, TVA Saint-Célestin. L'Université du Québec à Trois-Rivières abandonne son programme de hockey féminin. L'UQTR justifie cette décision pas seulement par un manque de budget, mais également par une faiblesse des sources de relève. Cette décision survient au moment où le hockey féminin est à son apogée au niveau mondial. On sait que l'équipe canadienne a remporté la médaille d'argent hier. On va aller rejoindre Pierre Saint-Yves qui est au Colisée de Trois-Rivières. Bonjour Pierre. Bonjour Harold. Comment est-ce qu'on réagit à cette décision? Dans le milieu sportif universitaire, on se demande si cette décision qui est tombée tout à fait par surprise hier soir, si elle n'est pas l'aboutissement d'un quelconque règlement de compte dans le milieu. La décision donc a eu l'effet d'une véritable bombe parce qu'elle a pris tout le monde par surprise. Personne ne s'attendait à ce que le programme soit démantelé de cette façon-là. Le premier surprise, ça a d'abord été l'entraîneur Dan Mani qui nous a dit ne jamais avoir été consulté sur la question. J'ai recueilli ses commentaires plus tôt ce matin, des commentaires quand même retenus compte tenu des circonstances. Il m'a expliqué comment cette décision-là avait été accueillie, notamment par les membres de l'équipe de hockey, et on va l'écouter à l'instant. C'est la colère. Je ne sais pas comment faire pour retenir mes filles. D'un côté, il faut finir en dignité, mais de l'autre côté, je comprends le désarroi.
Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais hier, j'ai vu les filles les plus dociles des Patriotes, là, avec la rage. Puis je ne sais pas ce qui va se passer, honnêtement. C'est sûr qu'on est encore sur le coup de l'émotion. Mais j'espère que ça ne prendra pas des tournures trop catastrophiques non plus. Mais j'espère que les filles vont faire appel à leur bon sens aussi là, pour régler ça là, en toute dignité. Ça survient une bien mauvaise période, cette décision. Très mauvaise période. On nous mentionne que c'est à cause que le 1er mars est la date fatidique pour changer d'université. Alors, on s'en va au championnat canadien la semaine prochaine. Demain soir, on a un match contre Concordia. On pensait d'avoir une petite tape dans le dos lorsqu'on a reçu la visite de notre directeur des sports et de notre coordonnateur, mais au lieu de ça, on s'est fait couper 2 jambes hier soir. Pierre, vous êtes en compagnie de quelques membres de l'équipe. Comment est-ce qu'elles réagissent à tout ça? Je vais leur demander, notamment à Virginie Bilodeau, comment ça a été accueilli, cette décision-là, hier soir d'abord. Très mal, parce que ça a été une grosse surprise. Les gens ont été tous troublés dans l'équipe. Personne ne s'attendait à ça. Vous vous expliquez cette décision-là au-delà des décisions officielles? Non, moi je comprends pas. Ce matin encore, je pense que c'est une farce parce que c'est impossible, parce que le sport est en expansion, parce que tout est à venir. Ça ne pourra jamais être pire que ce qu'on a vécu. Donc, je comprends pas. Qu'est-ce qui va arriver de vous autres, là? On comprend pas. On est encore atterrés par la décision. L'équipe va très bien. On a gagné le titre d'équipe de l'année pour les Patriotes l'année passée. On a gagné le championnat provincial. On s'en va au championnat canadien. Tout va pour le mieux. Puis là, on accueille une décision comme ça. On ne sait pas comment réagir. Plusieurs d'entre vous viennent de l'extérieur de la région. Est-ce que vous allez quand même rester à Trois-Rivières? Non, parce que la plupart des gens, ça occasionne seulement des dépenses supplémentaires. Tout ce qui nous attirait ici, c'était le hockey. Tout le monde qui joue dans cette équipe-là, c'est une passion pour eux autres. Donc, si tu leur enlèves leur passion, on n'a plus aucune raison de venir ici. C'est sûr qu'ils perdent un grand nombre de personnes. Merci beaucoup, bonne chance. Alors voilà, c'est tout, Harold. La décision est tombée. Reste à savoir si il existe des façons maintenant de renverser la vapeur. Oui, on fera le point à nouveau à 18h. Merci, Pierre Saint-Yves. Au revoir. La sécurité sera accrue au Grand Prix de motoneige de Shawinigan-Sud. Les organisateurs du Grand Prix Ovale ont fait le post-mortem de l'événement ce matin. Malgré le grave accident dans lequel 8 dignitaires et employés du circuit ont été blessés, les dirigeants persistent à vanter la sécurité du circuit. On va faire le point avec Serge Roux. Serge, les organisateurs prétendent que le circuit est sécuritaire, mais ils vont apporter quand même des modifications. Oui, l'accident est survenu sur un circuit jugé sécuritaire. L'accident est survenu au centre de la piste, on se rappellera. Donc, c'est la première fois qu'il y a un accident du genre au centre de la piste sur un circuit sanctionné par le circuit de course de motoneige du Québec. Ça ne s'est jamais vu. Si la motoneige de Chris Van Holder, le conducteur impliqué dans l'accident, a foncé au centre de la piste, c'est en raison d'un bris de la colonne de direction qui l'empêchait à la sortie d'un virage de ramener son véhicule droit parce que c'était sur une ligne droite. Il a plutôt foncé vers le centre, vers l'intérieur de la piste. Les accidents ont plutôt tendance à se produire dans les sorties de courbe, mais jamais au centre. Et pour éviter que d'autres accidents occasionnés par des bris puissent mettre en danger la sécurité du personnel et des dignitaires, le personnel de piste, les chronométreurs, le podium des vainqueurs, les dignitaires seront situés dorénavant sur la promenade du Capitaine, tout comme le public. La promenade du Capitaine, c'est l'avenue qui ceinture le circuit. Donc, comme c'est surélevé et qu'en plus, il y a une balustrade, bien là, on est certain que la sécurité ne sera jamais compromise. Oui, mais c'est un circuit qui est quand même considéré sécuritaire par les pilotes. Oui, parce que la piste est plus large. Les courbes aussi sont beaucoup plus larges, donc le passage est moins serré. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a moins de danger d'accrochage et qu'après ça, il y en ait un ou une motoneige qui fasse un vol plané parmi les spectateurs. Les pilotes apprécient beaucoup ce genre de piste plus large, mais nous disent les organisateurs, ça donne comme résultat que les pilotes aiment beaucoup appuyer davantage, passez-moi l'expression, mais sur le champignon. Donc, ils peuvent y aller plein gaz, même dans les courbes, sans ralentir. C'est donc en partie ce qui explique aussi l'accident, c'est qu'on ne ralentit presque jamais sur le circuit de Shawinigan-Sud. Nous allons écouter à ce sujet Gilles Renaud, qui est le responsable de la sécurité du Grand Prix Ovale. Ce qu'il nous dit, c'est que les pilotes aiment beaucoup la vitesse et qu'ils ne vont pas s'arrêter, surtout qu'ils ont un circuit de rêve. Les coureurs, eux autres, c'est encore mieux pour eux autres. Donc, c'est eux autres qui nous disent que notre piste est encore plus sécuritaire. C'est vrai que les vitesses sont peut-être atteintes, sont peut-être plus grandes, mais eux autres, c'est le but, en fin de compte, de leur course. Alors, eux autres, ils nous disent que notre piste, c'est extrêmement sécuritaire. L'accident de dimanche a fait 8 blessés, 4 sont toujours à l'hôpital. Il y en a un là-dessus, le pilote, qui sortira cet après-midi. Il en restera 3. Et pour ce qui est des 3 courses qui n'ont pas été présentées, elles seront reprises en fin de semaine, vendredi, lors du Grand Prix de Valcourt. Merci beaucoup. Au revoir. La médaille de bronze d'Éric Bédard en patinage de vitesse à Nagano procure un regain de fierté. À Sainte-Tech comme à Saint-Tite, on ne parlait que de l'exploit d'Éric Bédard. Tout le monde est fier de lui comme s'il s'agissait d'un enfant ou d'un frère.
À l'école secondaire de Saint-Tite, où Éric Bédard a étudié, la journée a commencé dans l'allégresse. Ce matin, Éric Bédard, un ancien élève de l'école Paul Lejeune, a remporté une médaille olympique en terminant 3e aux 1000 mètres en patinage de vitesse sur courte piste. On ne parlait que de ça dans les couloirs de l'école. Il faut dire que le médaillé a laissé un souvenir impérissable à l'école Paul Lejeune. Éric, lui, a contribué beaucoup au succès des Cowboys ici de l'école Paul Lejeune. C'est le nom de notre équipe sportive. Et puis, si on regarde les bannières là-haut, ben Éric, c'est lui qui nous a apporté la première bannière. Et puis, aujourd'hui, environ 6 ans plus tard, on est rendu à 45 bannières. Éric Bédard a des admirateurs au-delà de son village natal. À l'usine de papier Kruger, où travaille l'entraîneur du club de patinage, les travailleurs étaient branchés ce matin sur Nagano. Il y avait des gens qui avaient des radios, puis c'était comme une game, une partie des éliminatoires de hockey. Là, ça criait dans l'usine qu'il y avait quelqu'un qui avait gagné une médaille olympique. C'était notre Éric, on était bien contents. Si Éric a surpris les analystes du sport, son talent n'est pas une découverte pour sa cousine. Sa grande force, c'est qu'il est très, très explosif. Il y a des départs canons, ça, il y a un des meilleurs départs au monde. Puis je pense que quand il a besoin de faire un commis des actes de bestialité, c'est-à-dire qu'il avait fait participer un chien aux séances d'agression sexuelle. La mère a subi par la suite son procès pour les mêmes accusations et la juge Micheline Corbeil-Laramie l'a déclaré coupable d'inceste avec 2 de ses fils pendant 5 à 6 ans, c'est-à-dire pendant que les garçons avaient entre 8 et 14 ans et 9 et 15 ans. Elle a également été déclarée coupable d'agression sexuelle et de bestialité puisqu'elle participait aux mêmes séances. Alors, le juge l'a condamnée à 5 ans de prison, moins la détention préventive, et elle a beaucoup insisté sur les séquelles sur les enfants, et je vous laisse écouter le procureur de la Couronne dans cette affaire. Les 2 plus vieux, donc ceux pour qui madame a été trouvée coupable, présentent des séquelles à vie, et des séquelles extrêmement sérieuses. Comme elle a décrite, ils ont un côté délinquant très prononcé, ils ont déjà agressé d'autres enfants. Alors, il reproduit un peu ce qu'eux ont vécu. Alors, le schéma continue et c'est extrêmement grave. Bon, la juge Isabelle a souligné qu'il n'y avait à peu près pas de facteur atténuant dans cette histoire. En effet, elle n'en a retenu qu'un seul, c'est-à-dire que c'est son mari qui a initié ces jeux pervers et sadiques et dépravés, a-t-elle qualifié. Mais par la suite, la femme a elle-même initié des séances d'agression sexuelle. Mais pour le reste, il n'y a que des facteurs aggravants. En fait, l'accusé n'a aucun remords, aucune empathie pour les victimes et la probabilité de récidive est très, très élevée puisqu'il n'y a aucune possibilité de réhabilitation. Et de plus, les 2 garçons qui sont aujourd'hui âgés de 18 et 20 ans sont tombés amoureux de leur mère et veulent retourner vivre avec elle. Oh là là, quelle histoire. Oui, en effet. Merci Isabelle. Au revoir, Christian. Au revoir. Un homme a été brûlé à mort dans l'incendie d'une résidence de Saint-Colomban, ça c'est dans les Laurentides au nord de Montréal. Il aurait été surpris par les flammes dans son sommeil. Il était déjà trop tard lorsque les pompiers de Saint-Colomban se sont présentés sur les lieux du drame ce matin. La maison mobile, située au 92 de la montée de l'église, était déjà la proie des flammes depuis un bon bout de temps. Ce sont des voisins, à leur réveil, qui ont prévenu les pompiers. On a reçu l'appel, nous, vers 5h50, là, pour un genre de cabanon, une remise, une roulotte qui brûlait. Quand on est arrivé sur les lieux, on a constaté que c'était une maison. Puis déjà, là, le feu avait embrasé tout le bâtiment. Là. Il restait plus de toit, là, puis des parties de mur là, qui étaient parties. La maison mobile était habitée depuis quelques mois par Robert Lalonde, un homme de 53 ans que des amis avaient accepté d'héberger dans ce qui leur servait autrefois de chalet. La victime serait rentrée seule à son domicile vers 2 heures la nuit dernière. Les pompiers, à leur arrivée sur les lieux, ignoraient d'ailleurs que quelqu'un se trouvait à l'intérieur de la maison. On a demandé l'assistance de la Sûreté du Québec parce qu'il y avait un véhicule qui était sur les lieux. Avec la neige, il y avait des traces, mais c'était pas tout à fait visible. Puis environ 1h30 plus tard, là, on a constaté effectivement... I have some very important news for you. Okay, but I'm